Madame, Monsieur, rebonjour. Alors voici le tout nouveau rapport de l'Observatoire des prix, un rapport qui déprime ou qui énerve, mais qui en tout cas suscite beaucoup de questions. On y voit que nous, les Belges, payons à peu près tout plus cher que nos voisins, du pain au chocolat, en passant par les légumes, le gel douche, le nettoyage à sec ou encore le restaurant. Sommes-nous les dindons de la consommation et pourquoi? Comment remédier à ces différences de prix? Les promesses électorales de diminution du coût du travail sont-elles une solution et peut-on vraiment y croire? Vous aurez bientôt la réponse avec mes invités. Ce midi, des représentants des partis politiques, des représentants de la grande distribution et des syndicats et également un économiste, Bruno Coleman. Et tout à l'heure, Martine Malskak de l'Echo et Démétrios Cagliola de Sud Presse passeront les propos à la moulinette. Alors tout d'abord, du concret. Patrick Philippard, vous habitez Liège, vous faites vos courses à Maastricht. Est-ce que vraiment tout y est moins cher? Tout dans les grandes lignes, oui. Quand on prend l'addition globale, je crois qu'il y a en général aux alentours de 10% de réduction par rapport à la Belgique. C'est ce que dit le rapport. Alors ça veut dire l'alimentaire, le non-alimentaire, les vêtements par exemple, vous les achetez où? S'il vous plaît. Les vêtements. Les vêtements, la plupart du temps Maastricht aussi, parce que bon, on essaye aussi de profiter de la période des soldes, qui elle commence, hélas, un mois avant la Belgique et finit 3 semaines après, avec de fortes réductions. Vous m'avez dit aussi que c'était finalement plus facile, parce que vous pouvez y aller le dimanche par exemple. Voilà, c'est ouvert le dimanche après-midi. Bon, d'accord, ça s'étale, comme je l'ai dit, ça s'étale sur 7 jours au lieu de 6 ou 5 jours. Mais bon, c'est beaucoup plus agréable. La promenade des dents, l'Oreca vit beaucoup plus. Vous pouvez aller à Maastricht aujourd'hui, les terrasses sont pleines, les restaurants sont remplis. C'est vraiment agréable de s'y promener. Alors il faut du carburant quand même pour y aller. Alors malgré ça, c'est plus intéressant. Je crois qu'il faut être quand même relativement frontalier. Bon, si vous habitez à 40 km de Liège, de Maastricht, c'est pas intéressant. Mais bon, j'habite à 22 km de Maastricht. Là, c'est intéressant. Surtout que bon, je n'y vais pas seul, on y va en famille. Parfois à 2 ménages. Vous avez une idée de ce que vous gagnez chaque semaine? Écoutez, j'ai fait des courses pour à peu près 85 € hier. Je crois qu'en Belgique, je repayais au moins 100 €. Oui, donc ça fait une sérieuse différence. Voilà. Alors on va le voir justement sur ce panneau. Le caddie est 11,7% moins cher en Hollande qu'en Belgique selon l'analyse de l'Observatoire des prix. Or la taille des deux marchés, elle est relativement similaire, le niveau de vie aussi. Est-ce que ça veut dire, messieurs les politiques, que les politiques de réduction de la vie chère sont insuffisantes chez nous, qu'elles ne marchent pas? Ahmed Laouech. Écoutez, ça montre en tout cas l'importance du rôle des pouvoirs publics dans l'économie, parce que diminuer les impôts, c'est une chose, mais si les prix augmentent de l'autre, finalement, personne n'y gagne et certainement pas les ménages. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir réguler le marché, faire en sorte que les prix soient sous contrôle. Le rapport dit deux choses. Il dit que pour ce qui est du caddie, du panier de la ménagère, en effet, on doit constater des augmentations de prix par rapport à nos voisins. En même temps, il dit que sur l'énergie, le mazout par exemple et le gaz, là on observe des diminutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le pouvoir politique intervient pour contrôler, pour surveiller, eh bien on a des baisses de prix. Et donc ce qu'on a fait pour l'énergie, on doit pouvoir le faire pour les autres secteurs. D'ailleurs, on s'est doté d'un certain nombre d'instruments. On a l'Observatoire des prix, on a l'autorité belge de la concurrence qui, ensemble, dans un cadre légal qui est bien défini, peuvent aujourd'hui intervenir pour voir avec les secteurs comment on explique les écarts de prix et comment surtout on peut les faire diminuer. Il faut plus de contrôle, Willy Borsu? Je pense qu'on doit d'abord travailler à la base. Il y a un certain nombre de surcharges sur les produits. La TVA est un élément évident. Nous avons une TVA qui, globalement, est plus élevée que dans les pays voisins. On vient notamment de citer les Pays-Bas. Mais ce seul élément explique évidemment une bonne partie de la différence. Oui, mais j'ai pris les Pays-Bas parce qu'effectivement, les Pays-Bas viennent d'augmenter le taux de TVA qui est passé aussi à 21%. Et malgré ça, c'est 11,5% moins cher aux Pays-Bas. Si vous prenez l'ensemble des différents taux de TVA, on constate que nos taux de TVA chez nous sont en général
plus élevé que dans les pays voisins. Deuxième élément, un certain nombre de surcharges comme le coût du travail, les surcharges supplémentaires sur le coût du travail, ou dernier élément, par exemple, le coût de l'énergie qui intervient aussi, bien évidemment, dans les circuits de production, de consommation, et ce coût de l'énergie, particulièrement élevé en région wallonne, eu égard à l'énergie verte notamment, sont des éléments qui pèsent aussi sur l'ensemble de la structure des prix. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est un certain nombre d'éléments qui expliquent, ne justifient pas, mais qui expliquent en tout cas ces différences de tarifs. Et Maxime Prévost? Incontestablement, effectivement, plusieurs facteurs expliquent cela. Le premier, c'est certainement la TVA. Elle n'est pas plus élevée par rapport aux Pays-Bas, mais elle l'est par rapport à l'Allemagne ou la France. Deuxième élément, c'est incontestable, ça fait l'objet de nombreuses discussions et de propositions, c'est le coût du travail qui est plus élevé dans notre pays que pour les pays limitrophes. Et donc, avec tout ce que ça implique comme réflexion de la part des pouvoirs publics sur la diminution de ce coût de travail pour augmenter aussi la compétitivité. Et troisième élément, c'est un élément dont on parle moins, au-delà de la question des prix de l'énergie, qui, il est vrai, ces dernières années sont stabilisées grâce notamment aux mesures prises par le gouvernement et Melchior Roitelet en sa qualité de ministre de l'Énergie. On va y revenir, parce qu'il y a des choses qui ont fameusement augmenté quand même. Il y a un élément peut-être qui doit être pris en compte aussi, c'est la structuration et le fonctionnement de notre marché de la distribution. Il faut savoir, quand on analyse un petit peu les choses, que l'on a le leader du marché de la distribution en Belgique, Carrefour pour ne pas le citer, qui a encore une manière de fonctionner basée sur des grands ensembles, des grands hypermarchés, qui, comparativement au coût, aux charges liées aux conventions collectives de travail spécifiques et qui sont plus contraignantes, n'ont pas les marges bénéficiaires qu'ont d'autres opérateurs de la distribution. Et donc, conclusion, comme ces marges sont moindres, il a un prix qui est passé plus haut. Et il est vrai que dès lors, les autres ont tendance à s'aligner et donc d'accroître leur marge au détriment du consommateur. Et donc là, c'est un élément aussi spécifique à la manière dont le marché belge fonctionne, qui doit être pris en considération pour expliquer ces différences de tarifs. Jean-Gilles Quinet? Oui, c'est multifactoriel. On cite le coût du travail, mais c'est aussi le prix d'une sécurité sociale qui fonctionne. Il y a des propositions effectivement pour le diminuer en compensant pour financer ces missions essentielles. Il y a le coût de l'énergie. Certaines grandes surfaces font effectivement le choix d'avoir une efficacité énergétique plus grande et peuvent proposer des prix moins chers. Dans le prix de l'énergie, il y a toujours le prix unitaire et le volume consommé. Il y a aussi des aspects de concurrence. Manifestement, les Belges sont assez attachés à leurs habitudes. Il manque, je pense, de transparence sur les prix. Les marques inventent de nouveaux conditionnements pour rendre plus difficile la comparaison. C'est un peu la faute au supermarché, à la grande distribution. Mais je pense que là, on peut effectivement aussi améliorer les choses. Et puis, il y a des habitudes de consommation, sans doute, qu'on peut aussi changer. J'étais frappé de voir vos reportages dans des supermarchés français sur l'achat d'eau. L'eau du robinet est encore beaucoup moins chère que celle qu'on peut acheter en France. Puisque vous parlez de l'eau, restons dans le concret. L'eau, elle est plus chère, effectivement, l'eau en bouteille en Belgique qu'en France. Or, de l'eau, on en a chez nous. Alors, Dominique Michel, vous représentez la grande distribution. Pourquoi faut-il payer nos bouteilles d'eau plus chères en Belgique ? En fait, il y a des taxes qui existent en Belgique et qui n'existent pas en France, notamment. Et donc, si vous prenez une bouteille... Vous renvoyez la responsabilité aux politiques, vous prenez une bouteille d'eau en plastique, elle coûte 50% de plus en Belgique qu'en France, tout simplement parce qu'il y a des taxes qui ont été introduites, entre autres, par nos amis écologistes, qui font que les prix sont beaucoup plus élevés sur la bouteille d'eau. Alors, évidemment, on passe la frontière. Mais nos amis écologistes, comme vous dites, ils disent on peut boire l'eau du robinet. On fait une fois par mois, on fait les courses, on achète de l'eau et on achète des tas d'autres choses en France. Donc, voilà. C'est un des éléments, mais il y a d'autres éléments qui ont été cités par M. Prévost de Borsu. Les coûts salariaux, on va en reparler tout à l'heure. La fiscalité, c'est clair qu'il y a une grosse différence fiscale par rapport aux pays étrangers. Et puis, il y a aussi des éléments, je dirais, positifs. Par exemple, en matière d'obligations alimentaires, nous avons un système de contrôle sur la sécurité alimentaire en Belgique qui est très, très, très bon, qui est peut-être un des meilleurs d'Europe, mais qui coûte aussi plus cher. D'ailleurs, on est dans des rares pays où ce sont les commerçants qui doivent payer pour le contrôle de la sécurité alimentaire. C'est positif parce qu'on a un très, très bon système de sécurité alimentaire, mais en même temps, ça coûte et donc ça se reflète évidemment dans le prix. En préparant l'émission, vous étiez moins positif. Vous me disiez qu'il y avait beaucoup de règles tatillonnes en Belgique qui n'existaient pas. Je peux y revenir tout de suite. Un bon exemple qui vient d'être d'ailleurs voté au Parlement wallon et au Parlement bruxellois, les invendus alimentaires. Je dirais les députés wallons et bruxellois ont inventé maintenant une nouvelle règle. On va forcer les commerçants à présenter leurs invendus alimentaires. C'est une bonne chose, ça, parce que tout le monde a été choqué par Alors tout le monde trouve ça une très bonne idée à première vue, sauf que
les organisations caritatives nous disent nous sommes contre parce que nous ne pouvons pas gérer cette masse d'invendus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est une mesure pour rien, sauf que ça va entraîner énormément de lourdeurs administratives. Ces lourdeurs administratives, elles ont un coût. Et donc, dans un an, on sera ici sur le plateau en se demandant comment se fait-il que les coûts augmentent. Alors, ça suscite pas mal de réactions. Maxime Prévost, d'abord, brièvement. Il faut replacer le débat dans son contexte. Oui. Le gouvernement aura reçu l'habilitation de déterminer comment cette obligation de mettre les invendus à disposition des associations qui aident les plus démunis devra se faire. Et ça se fera donc incontestablement en concertation avec le secteur de la grande distribution. Mais on ne peut plus accepter aujourd'hui qu'autant de familles en situation de grande précarité et du mal à pouvoir accéder à des biens de base, et qu'en même temps, du côté du secteur de la grande distribution, on préfère jeter plutôt que d'assumer, il est vrai, des coûts de gestion peut-être additionnels, mais qui permettent à ces familles d'être aidées. J'ajouterais aussi, puisqu'on en parle peu, que quand on fait une analyse, moi j'ai été marqué par ça, des déchets ménagers en général, on remarque que 40% des déchets d'un ménage, en général, c'est de l'organique. Et les 2/3 de ces déchets organiques sont dus soit à une consommation qui ne s'est pas faite à temps, et donc des produits que l'on jette parce qu'on a laissé passer la date de péremption, soit de la consommation de surplus, du gaspillage, parce qu'on a trop cuisiné par rapport à ce qu'on a consommé, ou les restes d'assiettes, etc. Et donc, en faisant probablement un effort dans la consommation, nos habitudes et nos pratiques, on gagnerait du côté du portefeuille des ménages peut-être davantage même que les 10%. Mais ça c'est autre chose. Mais sur l'obligation faite au supermarché de donner les surplus. Je voudrais rappeler à M. Michel... Contre lesquelles sont les organisations caritatives. Elles s'y sont opposées. Oui, mais je voudrais rappeler à M. Michel, qui semble l'oublier, que nous avons décidé, au niveau du gouvernement, d'exonérer de TVA la mise à disposition d'invendus alimentaires. Donc c'est quand même quelque chose qui a été fait pour vous faciliter la vie. Nous l'avons demandé. Il manquerait maintenant plus que ça, que vous trouviez des subterfuges pour refuser de mettre des invendus alimentaires à la disposition des banques alimentaires. Nous le faisons depuis des années, on ne nous a pas attendu pour le faire. Rappelez que le gouvernement a aussi décidé une baisse de la TVA sur l'électricité. On ne le dit pas suffisamment. Ça, c'est de l'argent qui va directement dans la poche des ménages. Et troisième élément, ça rappelle évidemment toute l'importance de l'indexation automatique des salaires. Et nous, au PS, on est bien souvent seuls autour de la table que pour défendre le principe. Oui, Bruno Coleman, vous vouliez réagir? Non, je crois que tout ce qui est partagé autour de la table est correct. Mais rappelons quand même que le taux d'inflation en Belgique l'année passée n'a pas été très élevé. On parle de 1,2%. C'est ce que dit le rapport aussi, l'inflation est maîtrisée. C'est moins élevé qu'en Europe. C'est d'ailleurs peut-être pas assez, mais ça j'y reviendrai dans quelques secondes. Ouais. Et donc il y a deux grandes réalités. Effectivement, un coût de l'énergie qui a baissé. C'est dû notamment au fait que l'euro s'est apprécié par rapport au dollar, et donc les produits pétroliers coûtent un peu moins cher. Et les produits alimentaires, par contre, eux, ont augmenté entre 3 et 4%, et c'est pour ça que le panier de la ménagère augmente, et on le constate tous les jours, malgré le fait que les matières premières elles-mêmes aient baissé. Donc il y a toute une série de réalités, mais globalement, l'inflation est sous contrôle. Mais brièvement, pourquoi ça augmente plus vite chez nous que dans les pays voisins, alors qu'effectivement, le coût de l'énergie a diminué, que l'inflation est sous contrôle? Il y a différents phénomènes très spécifiques. Par exemple, en matière énergétique, il y a des produits pétroliers qui coûtent moins cher, mais en matière d'électricité, des coûts de réseau qui ont augmenté d'à peu près 30%. D'à peu près 30% en moyenne pour la Belgique, avec on le sait, le prix des certificats verts. Donc l'inflation, c'est pas quelque chose d'homogène. Mais le point important, c'est que l'inflation reste basse, globalement, malgré les différences dont je parlais tout à l'heure. Et la véritable question, c'est qu'au niveau européen, c'est-à-dire en termes macroéconomiques, on rentre en déflation. Et c'est paradoxal. On a de l'inflation dans le panier de la ménagère, mais globalement, on semble ne pas avoir d'inflation suffisante au niveau européen. Et donc, il faut réconcilier cette réalité. Marie-Hélène Ska, on ne vous a pas encore entendu. Je voulais en tout cas m'inscrire en faux par rapport à un certain nombre d'éléments qui ont été mis sur la table, et notamment par rapport à la notion du coût du travail. Moi, j'aime bien qu'on parle de la notion du coût du travail. On en parle beaucoup. Quand je regarde aujourd'hui la structure de la distribution, je vois d'abord qu'on a élargi les possibilités pour les étudiants, par exemple, de prester dans la grande distribution, et dans certaines chaînes de grande distribution, notamment sportives. Regardez un petit peu qui est à la caisse aujourd'hui. À part des étudiants, vous ne trouvez plus beaucoup de travailleurs salariés. Et donc, c'est une menace claire sur l'emploi dans la distribution. Quand je regarde aujourd'hui... Mais est-ce que c'est ça qui explique qu'effectivement ce soit moins cher, par exemple, en Hollande? On va demander tout de suite à Patrick Philippard. Ce sont des étudiants, en général, que vous voyez à la caisse de supermarché. Quand on voit l'âge moyen des caissiers ou des caissières, ça, c'est un phénomène. Un deuxième phénomène qui est
est très marquant chez nous, c'est quand je regarde le phénomène du self-scanning, on trouve dans la grande distribution aujourd'hui exactement le même phénomène que l'on a trouvé dans les banques il y a 10 ans, où finalement c'est le consommateur qui paye et qui scanne lui-même ses produits. C'est un élément extrêmement important. C'est au détriment de l'emploi ? Je pense que c'est au détriment de l'emploi. Quand une grande surface ouvre et qu'elle ne propose plus de caissière pour enregistrer les achats, mais simplement du self-scanning, excusez-moi, ça fait un certain nombre de postes d'emploi en moins. Pardon, monsieur Philippin ? Ils ont le self-scanning chez eux aussi. Ils ont le self-scanning chez eux aussi. Et le troisième élément, et je pense qu'on y viendra dans le débat tout à l'heure, la demande constante de la grande distribution d'avoir des horaires de plus en plus étendus, d'avoir de plus en plus de flexibilité, excusez-moi, quand vous avez 100 € ou 1000 € à dépenser, vous n'en avez pas 110 ou 1100 à dépenser, qu'on ouvre plus tard, que l'on ouvre... Vous dites que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien d'ouvrir jusqu'à 22 h, ça ne sert à rien d'ouvrir le dimanche. Écoutez, aujourd'hui, nous avons déjà des plages horaires qui sont extrêmement étendues, si je regarde par rapport à l'Allemagne notamment. Et donc, je veux rappeler deux petites choses. Un, les salaires ont été bloqués par le gouvernement ici en Belgique, et donc on ne peut plus négocier d'augmentation de salaire. Non. Et deux, je partage ce qui a été dit par rapport à l'indexation des prix, mais je rappelle quand même que l'index tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est plus un index qui porte sur l'ensemble du panier de la ménagère, puisque un certain nombre de produits en sont exclus. Et donc c'est particulièrement important pour des ménages qui ont des revenus qui sont des revenus pratiquement entièrement dédiés à la consommation. Mais vous me dites donc, il y a déjà plus de flexibilité, il y a plus il y a déjà pas mal et malgré ça, ça reste encore tellement cher. Donc je comprends d'autant moins. On n'est pas toujours ça. Dominique Michel. Très concret. La différence de coût salarial en Belgique par rapport aux Pays-Bas, c'est 20%. C'est pas Comios qui le dit. C'est un professeur de la KU Leuven. Allez, j'ai repris les chiffres Eurostat 2012. Attendez, pour être concret, hein, le coût horaire en Belgique est de 37,20 € et aux Pays-Bas de 32 €. Attention, on parle ici du commerce, madame. C'est pas pour l'ensemble des secteurs. Il y a des différences par secteur. Pour le secteur du commerce, 20% de différence en coût salarial. Oui, là, ça ne veut pas vraiment 20%. On n'a jamais dit, et je n'ai jamais dit, que les gens dans le commerce étaient trop payés. Jamais je ne dirais ça. Je dis ça coûte trop cher pour l'employeur. Et donc, en effet, on a de plus en plus, malheureusement, comme vous dites très bien, des phénomènes qui font que nous essayons d'avoir moins de personnel pour pouvoir limiter nos coûts. Donc, les coûts sont trop élevés en matière de personnel. Deuxièmement, en matière de flexibilité, il y a beaucoup plus, monsieur le dit, il y a beaucoup plus d'étudiants. Si vous passez de l'autre côté de la frontière, vous avez énormément d'étudiants dans les magasins aux Pays-Bas. Chez nous, il y en a moins. Nous ne disons pas qu'il faut aller dans une situation style hollandais, mais nous disons, comme il y a un différentiel en matière de flexibilité et en matière de coût, eh bien, il est évident qu'on a un gros problème. Et c'est la même chose par rapport aux... Mais on peut le compenser facilement par d'autres phénomènes. Willy Boursu. Je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On parle ici de la charge salariale globale. On ne parle pas du salaire poche, du salaire net des travailleurs ou des travailleuses du secteur. Est-ce qu'une caissière hollandaise a plus ou moins dans sa poche qu'une caissière belge qui peut répondre à ça? Grosso modo la même chose. La même chose, sauf que les services qui sont payés grâce notamment aux cotisations qui sont versées sont aussi des services collectifs qui bénéficient à tout le monde. Et donc ne l'oublions pas dans un débat trop simpliste sur le coût salarial. Le différentiel se situe exactement au niveau des surcharges sur le travail. La différence entre les 37,2 € et 32, ce sont les surcharges. D'où les plans que nous avons plaidés avec force au gouvernement, de manière à diminuer le coût qui vient surcharger le salaire net trop bas des travailleurs, des travailleuses du secteur. Et cet élément-là, plus le seul élément du coût de l'énergie, qui a augmenté singulièrement en région wallonne, à la suite des mesures, notamment prises à l'initiative des colos et du gouvernement wallon, ces deux éléments-là sont deux des éléments majeurs qui expliquent la différence, sur lesquels il faut travailler, comme sur un certain nombre d'autres paramètres. Avec la wesh. Il y a ce que M. Boursu et ce que M. Michel disent, ils s'entendent, ça n'est évidemment pas étonnant. Il y a le bureau du plan. Et je lis chez vos confrères du VIF que le bureau du plan, à ce stade, n'a pas d'explication complète sur le phénomène. Non. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des outils, je le disais tout à l'heure, l'Observatoire des prix, l'autorité belge de la concurrence, qui, ensemble,
peuvent faire la clarté sur ce qui se passe dans le secteur de la grande distribution. Donc il faut vraiment que ces deux instances se saisissent du problème. Mais effectivement, l'Observatoire des prix dit qu'il y a des augmentations qu'on ne s'explique pas. Bon, qui va pouvoir les expliquer? Donc ça ne suffit pas. Vous comprendrez que ça ne suffit pas pour le parlementaire que je suis, et que dès lors, il est nécessaire que tant l'Observatoire des prix que l'autorité belge de la concurrence puissent faire la lumière avec le secteur, qu'on puisse tirer les bonnes conclusions pour faire en sorte qu'en Belgique, on ne paye pas plus que ce qu'on doit. Patrick Philippard, vous vouliez intervenir? Oui, justement, il y a quelque chose qui me semble flagrant. Bon, prenons une chaîne de magasins comme Emma. J'y suis allé à Liège, on ne peut même pas dire que j'y suis allé à Maastricht. J'ai été voir pour un article lambda, donc, qui est vendu aussi bien aux Pays-Bas qu'en Belgique. Oui. Le prix étiqueté, autant, donc 5 € aux Pays-Bas, 5 € aux Pays-Bas, 6 € en Belgique. Comment l'expliquer? Le fabricant l'a décidé avant ou ça s'explique autrement? Là, ça, je me pose. Réponse de Dominique Michel, peut-être. Votre question est excellente, c'est vraiment la question du débat. Alors, comment se fait-il qu'on ait différence de prix? Je reviens là-dessus parce qu'il faut savoir que le secteur du commerce est le plus gros secteur d'emploi du pays. 400 000 personnes qui travaillent dans le secteur du commerce. Donc ça veut dire que pour nous, l'emploi, c'est essentiel. Donc c'est évidemment aussi un énorme facteur de coût. Donc vous avez déjà une différence entre Belgique et Pays-Bas en matière de coût. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on paye 20% de plus une personne qui travaille à la caisse, ces 20%, vous, en tant que consommateur, vous allez devoir les payer aussi. Monsieur Michel, est-ce que ça veut dire que diminuer les charges sur le travail, ça va entraîner une diminution des prix? Évidemment, on peut en douter quand même, ça va, bien évidemment, ça va diminuer les prix et ça va créer de l'emploi. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le commerce en Belgique, malgré nos 400 000 personnes, on a moins de personnes qui travaillent en Belgique en moyenne dans le commerce que dans les pays voisins. Donc si, et de nouveau, c'est pas Commerce qui le dit, c'est une autre étude d'un professeur d'université qui le dit, si on avait les mêmes niveaux de coût salarial en Belgique dans le commerce par rapport aux pays voisins, on créerait 30 000 emplois. C'est complètement faux. Alors, ça fait 20 ans qu'on le dit, les politiques préfèrent encore faire des études. On a bien compris que vous n'étiez pas d'accord. Le point de vue de l'économiste. Le point de vue de l'économiste et aussi du professeur d'université, puisque j'en suis un, c'est que non, le coût salarial n'explique pas tout. Et le coût salarial, ça fait partie d'un contrat social qui permet aussi de recycler l'argent en Belgique. C'est-à-dire que ces cotisations ne sont pas de l'argent qui s'enfume et qui s'enfuit, c'est recyclé dans l'économie, donc ça crée du pouvoir d'achat de manière directe ou indirecte. Mais je crois qu'il y a deux choses qu'il faudrait souligner. La première chose, c'est que si à un moment les prix en Belgique sont vraiment trop importants par rapport à l'étranger, la grande distribution va en souffrir elle-même, parce que comme on sait qu'à peu près 40% de la population belge vit à 20 km d'une frontière, les achats vont se délocaliser à l'étranger. Et l'autre chose, c'est que, mais là c'est un point plutôt d'interrogation que j'ai, c'est qu'on a des moyens aussi pour capturer de la consommation en Belgique, comme par exemple les tickets repas. Je sais que votre secteur s'y est opposé, alors que ça permet quand même de conforter le pouvoir. Ça permet de conforter le pouvoir d'achat et ça permet de préaffecter de manière alimentaire de certains biens. Donc on a des systèmes. L'entièreté du salaire par chèque repas, comme ça l'entièreté du salaire devrait être consommée en Belgique. On a des systèmes. On les prend pas aux Pays-Bas les chèques repas? Les titres papier étaient pris, mais plus les titres électroniques. Oui, mais enfin donc ça veut dire qu'ils s'adaptent eux aussi. Allez, non, 30 secondes. Dominique Michel, combien d'emplois perdus finalement en Belgique parce qu'il y a un Belge sur 4 qui va faire des courses à l'étranger? Chaque année, vous avez chiffré ça? Chaque année, on perd 2,5 milliards d'euros du fait que des gens comme vous, mais c'est tout à fait respectable, fassent leurs courses à l'étranger. 2,5 milliards d'euros, ça veut dire plus ou moins 10 000 personnes que nous perdons dans le secteur. Il ne faut pas culpabiliser celles et ceux. Je n'ai pas culpabilisé, monsieur, je dis, avec tout le respect que je vous donne. Allez, on ne culpabilise pas. Marianne, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Avec le chiffre? Non, je suis évidemment pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Quand vous prenez la même chaîne de supermarchés, que vous faites vos courses dans un rayon de 30 km en Belgique, je ne parle pas de l'étranger, et que la même chaîne pratique des prix différents dans les 3 supermarchés qu'elle a sur les 30 km, alors je dis, écoutez, excusez-moi, mais le coût du travail, il est le même. Les contraintes, elles sont les mêmes. Ça veut simplement dire qu'on se différencie à l'intérieur même de la chaîne et à l'intérieur même de la région. Et donc cette explication-là, elle ne tient pas la route. Donc ça veut dire que quoi? Que la grande distribution joue sur les prix, essaye de pratiquer. Ça veut dire que je rejoins ce qu'a dit M. Prévost tout à l'heure. Ça veut dire qu'on doit clarifier la manière dont fonctionne ce secteur. On sait depuis longtemps, le Conseil central de l'économie l'avait dit d'ailleurs, que c'est un secteur qui ne fonctionne pas de manière tout à fait correcte
et où on n'a pas une vraie concurrence sur l'ensemble du secteur. Quand je suis dans un supermarché aujourd'hui ou dans un centre commercial et que je regarde qu'il y a 5 vendeurs de télécom, dont 2 de la même marque, dans le même centre commercial, expliquez-moi où se trouve la valeur ajoutée. Et donc nous devons effectivement réfléchir à la fois sur nos modes de consommation, à la fois sur le contrôle des prix et à la fois sur la structure de la consommation. Mais en tout cas, je ne peux pas laisser dire ici que le principal problème, ce serait un problème qui soit lié à, par exemple, le coût du travail ou la manière dont... Vous dites que ce sont les marges bénéficiaires je dis que c'est multiple et qu'ils ne pas tous en même temps. Ahmed Laouech, brièvement, et puis on en vient au coût du travail. C'est entendre un certain nombre de personnes dire que le problème, ce sont les coûts salariaux. C'est une fois de plus, une attaque frontale contre la sécurité sociale et les protections sociales des travailleurs. Les cotisations sociales sont une partie du salaire des travailleurs. Et ça n'est pas en précarisant les travailleurs que vous allez augmenter votre chiffre. Il n'y aura plus d'employeurs, il n'y aura plus de sécurité sociale, mon cher monsieur. Ça n'est pas sur un désert social que vous pouvez faire de la prospérité économique, monsieur Michel. Mais au-delà des slogans, à un certain moment, est-ce qu'on est bien conscient sur ce plateau, c'est le bureau du plan, en ce compris au PS, que notre pays fait partie des pays qui sont tout en haut du hit parade du niveau de vie, des taxations, et des protections sociales, et des charges supplémentaires par rapport à la vie publique. Ce n'est évidemment pas le salaire net qui est en cause, c'est toute la surcharge qui pèse sur le salaire. C'est une revendication forte de l'ensemble du secteur économique. Si on veut créer de l'emploi, ce n'est pas en le surtaxant. Il y a des protections sociales au niveau. On ne vous comprend plus là. Brièvement, Maxime Prévost, parce qu'on passe pas cette question à autre chose. Ni à coup de stigmatisation, ni de caricature. Donc le coût du travail n'est pas la principale cause, mais on ne peut pas non plus avoir de politique de l'autruche et considérer que ce n'est pas une des causes. C'est évidemment un des aspects du problème, et ce problème du panier de la ménagère ne se réglera pas juste en agissant sur un des leviers. Allez, donc, on avance sur ce levier-là. Et il y a la structuration du secteur, parce qu'effectivement, et je remercie Mme Ska de l'avoir confirmé tout à l'heure, on a au sein du secteur de la distribution en Belgique des systèmes encore très archaïques qui doivent être largement retravaillés pour réduire ce qu'on appelle la rente du distributeur et faire en sorte que cette réduction de marge, elle bénéficie aux consommateurs. Oui, aujourd'hui, c'est la grande distribution qui sucre sur le dos. Mais il faut en tout cas réduire les intermédiaires. Il faut réduire les intermédiaires. Quand vous voyez sur le plan alimentaire, toute la démarche et la fougue qui a été celle des ministres de l'Agriculture pour aussi valoriser les circuits courts, pour réduire les intermédiaires. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un intermédiaire, et c'est logique, il y a une marge. Chacun doit se rémunérer. Et donc, allons aussi dans nos attitudes et comportements de consommation directement vers celles et ceux, et particulièrement chez nos agriculteurs, qui ont de la qualité, avec les contrôles sanitaires qui ont été rappelés, et qui permettent aussi d'avoir de la qualité à moindre coût. Alors, on en reste au coût du travail. Aujourd'hui, l'EMR et le CDH font de l'allègement des charges sur le travail le pivot de leur campagne électorale. D'un côté, l'électrochoc, de l'autre côté, la révolution fiscale. On écoute à ce propos les présidents respectifs des deux partis et on revient sur cette guerre des promesses. 5 milliards d'euros de baisse des impôts sur le travail pour développer l'activité économique, pour créer de l'emploi. Et nous allons financer ces baisses d'impôts de deux manières. D'une part parce qu'en créant des emplois, on va diminuer le chômage, donc diminuer les dépenses publiques. Et d'autre part parce que l'on va rationaliser des structures publiques et parapubliques qui coûtent très cher aujourd'hui. Il y a par exemple en Wallonie 64 sociétés de logement public, c'est beaucoup trop, ça coûte trop cher. Les rationalisations vont nous permettre d'investir dans le logement et d'investir dans la baisse d'impôts. En allégeant les charges qui pèsent sur le travail, ça c'est un vrai choix politique, en soutenant les travailleurs, en soutenant aussi les jeunes, en soutenant les familles, ça permet effectivement de créer de l'activité, de créer de l'emploi et de permettre de créer ces 140 000 emplois durant les 5 prochaines années. Voilà, on les a entendus. Willy Borsu, l'EMR veut diminuer donc l'impôt sur le travail de 5 milliards pour créer 100 000 emplois. Ça va coûter 15 milliards, disait avant-hier la KUL. Donc c'est impayable ? En fait, très concrètement, nous voulons un choc fiscal. Nous voulons effectivement rendre aux personnes qui travaillent un certain nombre d'éléments du fruit de leur travail. On est aujourd'hui en Belgique tout en haut des taux de taxation comparés au niveau européen. Et nous voulons donc... Est-ce que vraiment ça ne va coûter que 5 milliards, ce que vous voulez faire ? Donnez-moi une comparaison et laissez-moi un instant pour expliquer que depuis 2 ans, l'État fédéral a réalisé pas moins de 20 milliards d'efforts d'économie en l'espace de 2 ans. Ce que nous voulons, c'est effectivement que sous la législature prochaine,
on puisse, en commençant par les tranches les plus basses et jusqu'au niveau moyen, à la classe moyenne dans le sens le plus large du terme, rendre aux citoyens une partie de leur revenu, du fruit vraiment de ce qu'ils gagnent chaque jour. Et nous le finançons, pour répondre à votre question, via 2 ou 3 éléments. Premier élément, l'effet retour dans l'économie. On va créer de l'activité, on va créer de l'emploi, on va créer de la consommation, on vient de l'évoquer. Deuxième élément... On va engager à nouveau des caissières dans les supermarchés. Nous poursuivons l'effort de rationalisation, rendons-leur hommage. Je trouve qu'elles font un travail remarquable. J'étais encore hier en train de faire mes courses et je trouve que le travail qu'elles jouent, non seulement du point de vue social, mais aussi du point de vue humain, est important. On l'a jamais contesté. Je ferme la parenthèse, si vous le voulez bien, pour indiquer que, deuxièmement, indépendamment de cet effet retour, nous poursuivons, mais essentiellement dans les entités fédérées, où le travail n'a pas encore été mené, mais pas seulement, l'effort de rationalisation des dépenses publiques, la chasse au gaspillage, aux économies, la suppression d'un certain nombre de structures. Bref, nous voulons une réforme fiscale qui bénéficie à nos concitoyens. Elle n'est effectivement pas neutre pour l'État parce que nous voulons qu'elle soit une réforme fiscale qui amène de l'argent aux gens. Bon, on a bien compris. Georges Guinet trépigne. Oui, mais alors, il y a un élément qu'on n'a pas abordé depuis le début, c'est que le coût des marchandises dans les magasins, il a un impact différent en fonction des revenus des personnes. Il y a des personnes aujourd'hui, des petits pensionnés, des allocataires, des travailleurs avec des revenus faibles pour lesquels l'impact est beaucoup plus fort. Et les mesures qui ont été prises, que M. Boursu vient de citer, par le gouvernement fédéral au cours de cette législature, ces 20 milliards d'euros, ils impactent très fort les revenus les plus faibles, les petits pensionnés, les chômeurs qui risquent d'être exclus il n'y avait pas le choix. Il y avait d'autres choses à faire. Il y avait d'autres choix à faire, par exemple, faire contribuer davantage des revenus des capitaux. Et donc, dans toute mesure qui doit être prise, on doit réfléchir effectivement à la redistribution et à la capacité de toutes les familles de pouvoir simplement se nourrir. Et moi, j'étais très intéressé par cette étude de l'AKUL qui démontait un peu cet effet magique décrit par l'EMR. Il va avoir des effets retours sur l'économie. C'est tout sauf évident. Donc, effectivement, on a aujourd'hui un problème sur le coût pour un employeur pour créer un premier emploi. Il ne faut pas le nier, c'est difficile. C'est lié à un système de sécurité sociale qui crée de la prospérité. Et donc, on peut imaginer effectivement des changements, des glissements, mais il faudra compenser ça par une meilleure perception des revenus des capitaux. C'est ce que nous proposons, diminuer le coût du travail pour créer de l'emploi. Il y a pas encore eu de programme écolo là-dessus, mais est-ce que pour vous aussi, il faut diminuer les charges sur le travail? En globalisant les revenus et en assurant à la sécurité sociale, parce que c'est vraiment une nuance très importante par rapport à ce que M. Boursu décrit et qui va conduire à davantage d'inégalités aussi, en garantissant pour la sécurité sociale des revenus suffisants. Comment? En faisant contribuer les revenus des capitaux qui aujourd'hui contribuent très peu au financement de toutes les fonctions collectives. Sur ces promesses électorales. Il y a une grande confusion dans ce débat. On parle de deux choses différentes. On parle d'abord de la fiscalité du travail. Si on baisse uniquement la fiscalité du travail, on donne bien sûr plus d'argent aux travailleurs, il y a sans doute des effets retours, mais ça n'améliore pas la compétitivité, parce que pour l'entreprise, le travail coûte la même chose. Donc il faut à la fois sans doute baisser la fiscalité sur le travail, mais baisser le coût global du travail pour les entreprises. Donc on doit jouer à la fois sur la fiscalité et la parafiscalité. Et quand on voit cette équation, elle est très compliquée, parce que bien sûr il y a des effets retours, c'est-à-dire que quand on donne de l'argent à certains contribuables ou certains citoyens, il y a une stimulation d'activité économique, mais ce n'est pas immédiat et ce n'est que pour une fraction de l'argent qu'on donne. La vraie question, c'est de savoir, mais comment est-ce qu'on va compenser tout ça? Alors finalement, il y a 3 grandes voies qu'on peut imaginer. La première voie, c'est un impôt sur la consommation. Mais là, on vient d'en parler, c'est compliqué, ce serait par exemple monter la TVA. C'est pas ça, il n'en est plus question, je pense. Mais on a aussi beaucoup parlé. On a déjà une TVA de fiscalité environnementale. Enfin là, je crois que ça relève plutôt, on va dire, à certains égards, du registre un peu des farces et attrapes, parce qu'on a vu ce que ça va donner. Et la troisième chose, c'est repenser sans doute globalement la fiscalité. Et le problème de la Belgique, c'est qu'on a une fiscalité qui a une petite base, le travail, avec des taux très importants. On devrait sans doute changer le rectangle, avoir une taxation plus large, avec un taux plus bas. Et ça permettrait de baisser l'impôt et d'améliorer la compétitivité. C'est aussi ce que propose la FGTB, par exemple, de globaliser tous les revenus. On a une fiscalité aujourd'hui qui, au fil du temps, s'est faite de rustines de tout type, au gré des capacités des politiques, en fonction des petites marges, de faire quelque chose. Bref, on a un système qui ne ressemble plus à rien. Demandez d'ailleurs même aux entreprises, celles et ceux qui veulent créer de l'emploi, la grande difficulté qu'ils ont même à s'y retrouver dans la palette de tout ce qui existe comme système. On a un système fiscal qui n'est pas juste. On a des gens aujourd'hui qui gagnent la même chose mais qui ne sont pas taxés, qui ne payent pas les mêmes impôts. Donc on doit pouvoir
effectivement, et c'est le sens du message du CDH, avoir cette vraie révolution fiscale, remettre les choses à plat, en évitant effectivement de taxer, comme c'est le cas aujourd'hui, trop lourdement le travail et de laisser le capital sur le côté. Le CDH propose aussi de réduire les charges sur le travail et dit on va créer 140 000 emplois. Là, c'est la surenchère. Soyons clairs. Moi, j'ai lu dans les journaux bien informés qu'effectivement, le modèle fiscal proposé par l'EMR avait été invalidé. Nous avons fait savoir qu'il n'y en avait aucune difficulté à faire valider le nôtre, même par la Cour des comptes, pour pouvoir avoir une analyse objectivée. Ce que l'on souhaite, c'est pas tant de savoir quel est le chiffre, c'est savoir une démarche forte. Aujourd'hui, on a des intérêts notionnels qu'on en avait dit qu'ils allaient coûter seulement 500 millions d'euros. On voit que ce bébé de Didier Reynders, finalement, il a plombé à hauteur de 6 milliards d'euros. Vous avez le père des intérêts notionnels à côté de vous. Je pense, pour pouvoir terminer mon propos, cher Willy, qu'en tout état de cause, il faut être correct. Ça a eu un effet attractif, indéniable, il est étranger, mais un effet d'aubaine beaucoup trop gros et donc des vrais dérapages. On doit récupérer cet argent-là pour soutenir effectivement en particulier les PME, celles qui emploient les jeunes qui sortent des études. Parce que tout le monde dit, on souhaite un nouveau job. Ah oui, mais qu'est-ce que vous avez comme expérience à faire valoir? Oui, mais ne faites pas tout le programme électoral. On aura l'occasion de se revoir, à mon avis. Cette réforme fiscale, parce qu'elle ne vise pas que la question du coût du travail. 30 secondes, Willy Bourse, si vous vouliez réagir. Il y a effectivement une très très grande différence entre le projet qui était proposé par le CDH et celui proposé par l'EMR. En fait, la réforme fiscale du CDH est neutre globalement. La réforme proposée par l'EMR rend au total du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Deuxième élément, j'en termine pour faire. Deuxième élément, s'il vous plaît. Deuxième élément, pour faire un sort définitivement à cette étude de la KUL. Nous sommes prêts demain matin à mettre notre programme et nos propositions à l'examen complet de l'Institut des comptes nationaux et de la Cour des comptes. On invite l'ensemble des autres formations politiques à faire de même. Je pense qu'ils ont déjà dit qu'ils n'avaient pas le temps, qu'ils n'avaient pas le personnel pour faire tout ça. Pour les chiffrer, et si vous nous y invitez, revenir devant vous dans quelques jours avec les résultats de ces analyses indépendantes, je dis à tout le monde, chiche, c'est trop important pour nos concitoyens. Je n'ai pas envie de galvauder des propositions aussi cruciales. Alors, Ahmed Jawech, mais brièvement aussi, s'il vous plaît. Mais le PS a tiré à boulet rouge sur la proposition du MR. Il y a même eu des placards sur Facebook. Bon, alors vous avez une proposition pour diminuer le coût du travail? Passons très rapidement, mais donc Monsieur Boursu fait de l'enfumage. Donc on a une université sérieuse qui dit ça coûte 15 milliards, rien que pour l'impôt des personnes physiques. Ah oui, mais nous on est prêt à soumettre au bureau du plan. Mais tout le monde est prêt à soumettre au bureau du plan. Mais quand les chiffres ne conviennent pas, à ce moment-là, on fait de l'enfumage. S'il y avait une agence de notation sociale, elle décernerait un triple I au projet de réforme fiscale du MR. Injuste, irresponsable et inefficace. Injuste, parce qu'ils sont prêts, c'est la KUL qui le montre, à faire un chèque de 11 000 euros à des gens qui déclarent 500 000 euros par revenu par an. Attendez, de quoi remplir la caricature. Deuxième élément, je peux terminer. Est-ce qu'on peut rester sur le coût du travail? Puisqu'on a dit c'est quand même un élément important dans ces prix élevés en Belgique. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour diminuer le coût du travail? Est-ce qu'il faut le diminuer? Alors, comme le disait quelqu'un autour de la table, M. Coleman, je pense on doit faire une différence entre les salaires, le niveau des salaires, les cotisations patronales et personnelles qui financent les protections sociales, qui sont une part du salaire, et puis la fiscalité sur le travail. Ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut réduire la fiscalité sur le travail. Mais en même temps, il faut le faire de manière responsable et pas de manière irresponsable comme le MR qui veut vider les caisses de l'État, menacer les pensions, menacer les protections. Alors comment concrètement? Monsieur Lawech, oui, comment va-t-on faire concrètement? Et je lisais samedi dans le soir que le président du PS souhaitait engager davantage de professeurs, proposer des repas chauds à l'école. C'est très bien, ça va coûter cher ça. Alors justement, où on va aller chercher l'argent? Justement, en taxant les loyers, c'est toujours d'actualité. Recruter des professeurs, ça n'est pas une dépense. C'est un investissement. Quand on voit le problème du chômage des jeunes, le manque de qualification, le manque de formation, si vous arrivez à lutter efficacement contre l'échec scolaire ou le décrochage scolaire, c'est un investissement que vous faites et un renforcement de la société en général, du tissu économique en particulier. Donc il faut investir pour créer de l'emploi, selon vous, mais l'emploi coûtera toujours cher. Et la fiscalité comme outil de relance économique. Pourquoi? À la différence du MR, nous on veut de l'efficacité. C'est-à-dire qu'il faut, pour relancer l'économie,
soutenir le revenu disponible des ménages qui sont des acteurs économiques, c'est-à-dire qui consomment. Donc autrement dit, faire des cadeaux fiscaux aux plus riches, ça ne sert à rien. Vous augmentez leur taux d'épargne, ça n'est pas M. Coleman qui me démentira. Donc, il faut cibler et en même temps, Madame Dumont, très important, penser aux générations futures. Parce qu'il faut pouvoir payer les pensions. Et pour ça, vous devez avoir des finances publiques saines. C'est tout le contraire de ce que l'OMR propose. Allez, Dominique Michel. J'ai une petite question très simple en matière de coûts salariaux. Est-ce que vous êtes prêts, les politiques autour de la table, si on fait une mesure de réduction des charges salariales, à les orienter, cotisation, à les orienter vers les bas salaires? Parce que c'est sur les bas salaires que ça a un impact le plus grand. Évidemment. Si vous faites une baisse de 1 dans le secteur du commerce, vous avez une création de 1. Si vous faites une baisse de 1 dans le secteur des nouvelles technologies, vous avez une création de 0,3. Donc, question très claire, est-ce que vous êtes prêt à faire une baisse des charges salariales orientées vers les questions? On a plus de temps, laissez à tout le monde répondre à la question. Je réponds directement. Attendez, tout le monde est d'accord pour effectivement orienter ces baisses de charges sur les petits salaires. On prend les intérêts notionnels. On a une enveloppe. On a une enveloppe avec les intérêts notionnels. On peut recycler les intérêts notionnels pour soutenir la recherche et le développement, pour soutenir la création d'emplois et pour soutenir le revenu disponible, le pouvoir d'achat des ménages, en particulier les classes moyennes et les bas revenus. Marielle Ansgar. Allez, sur le coût du travail, moi j'ai l'impression qu'on est toujours dans le même débat qu'il y a 15 ans. Oui, parce que rien n'a bougé. Non. Ça, il faut être culotté pour dire que rien n'a bougé. Le Conseil central de l'économie vient de demander à plusieurs experts un rapport de 165 pages sur le coût du travail. Qui dit quoi? Que quand on compte les subsides salariaux et tout ce qu'on a déjà donné ces dernières années aux entreprises, que le différentiel de coût salarial est quasi nul entre la Belgique et les pays voisins. C'est pas le Conseil central, c'est la FGTB, la CSC, c'est pas la même chose. Non, c'est un rapport du Conseil central. Mais avec une nuance évidemment entre les secteurs, et vous savez comme nous que les conditions européennes aujourd'hui ne nous permettent pas de différencier nécessairement les subsides salariaux en fonction des types de secteurs, ça vous le savez. Tout à fait. Et donc soyons sérieux sur le coût salarial. Nous Donc n'avons vous dites pas un pas problème. ça... Non. Nous avons toujours dit à la CSC que nous étions ouverts à une discussion sur le coût du travail, mais que nous voulions des compensations claires pour financer les fonctions collectives. Mais aujourd'hui, quand je regarde... Vous dites que diminuer le coût du travail, ça ne va pas faire diminuer les prix. Mais non, quand je regarde aujourd'hui, le pacte pour la compétitivité, 460 millions d'euros, excusez-moi, ça fait quand même un paquet de milliards de francs belges qui sont de nouveau réinjectés pour diminuer le coût du travail. Alors que par ailleurs, on ne globalise toujours pas les revenus en Belgique, alors qu'en Belgique, nous n'avons toujours pas de taxation sur la fortune. Si on veut éviter les pinaillages, notamment au moment des élections, pour savoir s'il faut taxer les petits loyers, les gros loyers, les grosses fortunes, les petites fortunes, ayons une formule claire qui rend lisible et transparent l'ensemble des revenus, que l'on puisse les globaliser. Je suis d'ailleurs extrêmement frappée et choquée de voir que quelqu'un qui aujourd'hui bénéficie d'une pension, qui veut avoir une activité complémentaire, eh bien on va aller venir vérifier à l'euro près si on ne dépasse pas les plafonds d'activité autorisés, alors que quand on en a les moyens, eh bien on nous dit respect de la vie privée. Et évidemment, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il y a ni sur les comptes bancaires, ni la manière dont les revenus sont gagnés. Ça, c'est la réforme fiscale qu'on nous annonce depuis longtemps. C'est pas seulement la réforme fiscale, c'est évidemment la question du contrat social que l'on passe dans la société. Et c'est évidemment ce qui fait que demain, notamment par rapport aux jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, il y aura à un moment donné adhésion à ce projet de société ou pas. Et donc c'est un élément extrêmement important. C'est pas un débat technique sur le coût du travail. On revient, non, je voudrais qu'on revienne à nos prix plus élevés en Belgique. Effectivement, on a parlé au début de ce débat d'un contrôle des prix. Est-ce qu'on pourrait envisager un blocage des prix ou est-ce que c'est tabou? Parce que, encore une fois, quand on lit ce rapport, on voit que tout augmente plus vite chez nous qu'ailleurs. Qui veut répondre à ça? Bruno Coleman. Le blocage des prix, c'est pas simple. Parce que d'abord, il faut savoir à quel niveau les bloquer, pendant combien de temps, et si la limite qu'on a fixée est opportune ou pas. Non, je crois qu'il faut laisser la concurrence jouer son rôle. On est dans une économie de marché, mais finalement, il faut comprendre que tout le monde devra faire un petit effort. C'est-à-dire que si on veut à un moment stimuler la consommation intérieure, on a intérêt à ce que la grande distribution ou la petite distribution n'ait pas des prix trop élevés.
et qu'en même temps, on joue sur différents paramètres, comme en partie la fiscalité du travail. Donc c'est un ensemble global des choses, mais une économie à la soviétique de prix dans les supermarchés qui serait bloquée, ça me semble pas le plus mal. Mais vous dites, c'est pas une bonne chose. Le prix du pain, autrefois, il était contrôlé, il a été libéralisé en 2004, ai-je lu, et le résultat, c'est une hausse de 50% en 12 ans. Quand j'étais petit, le prix du pain, c'était 3 francs belges. Aujourd'hui, c'est parfois 3 €. Donc les prix augmentent naturellement par un phénomène d'inflation. De luxe. Non, je me souviens très bien. Allez, donc on ne peut pas bloquer les prix. Allez, le blocage des prix, Georges-Gilles Quinet. Il y a un problème de transparence très clair. On a vécu la crise du lait il n'y a pas si longtemps. Et entre le prix payé aux producteurs laitiers et le prix payé par le citoyen, le consommateur qui achète son lait, il y a une marge extraordinaire avec des travailleurs de la terre qui sont mal payés aujourd'hui et des consommateurs qui n'arrivent plus, pour les moins fortunés d'entre eux, à se payer le nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement trop de distance entre le producteur et le consommateur et qu'il y a des marges qui sont prises par de multiples intermédiaires. Il faut en Wallonie notamment retrouver cette capacité de transformer et de capter la plus-value pour effectivement nos travailleurs en matière de transformation. Un des éléments de l'étude, c'est de montrer que tous les plats préparés sont beaucoup plus chers en Belgique que dans les... Et on ne sait pas ce qu'on mange. Et on ne sait pas ce qu'on mange par ailleurs, vous faites bien de le rappeler. Et donc il faut retrouver le lien entre le producteur et le consommateur avec des circuits courts qui ont déjà été cités, avec des marchés publics effectivement qui permettent à nos producteurs de trouver des créneaux pour vendre, aux citoyens de bien manger et effectivement d'avoir un prix plus juste parce qu'on a supprimé des intermédiaires qui se sucrent au passage. Allez, il est 12h40, c'est l'heure de la moulinette et on continue à débattre de ces prix élevés. C'est l'heure du Martine Mascac de l'Echo et Démétrios Cagliola de Sud Presse qui nous rejoignent. Alors, une petite question, madame, messieurs, une question qui nous a été posée par les téléspectateurs. Est-ce que vous faites vos courses à l'étranger? Allez, Willy Borsu, vous n'habitez pas bien loin de la frontière luxembourgeoise, hein, vous aussi sur notre Je m'en rapproche. Mais la frontière française. Je m'en rapproche, mais non, je suis assez loin. Je fais mes courses le plus souvent à Marche-en-Famenne ou à Ciné. Démétrios Cagliola, vous faites vos courses à l'étranger? Oui, j'habite pas loin de Maastricht, à une dizaine de kilomètres, et ça m'arrive pas tout le temps, mais oui, je vais à Maastricht. Et quand je vais là, j'ai pas l'impression que je suis dans un pays rétrograde où les services sociaux fonctionnent pas, où les routes sont complètement défoncées, où la couverture... Enfin, j'ai l'impression d'être dans un pays moderne. Parce que, je peux dire juste une petite chose, j'ai l'impression qu'en la matière qui nous occupe aujourd'hui, la Belgique est complètement archaïque, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Au niveau de la grande distribution et du contrôle des prix, on est dans une organisation de la société digne de 1950. Je m'excuse, aux Pays-Bas, ça a l'air libéré. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois que les prix sont très chers. Or, je vois que quand le gouvernement, comme M. Laouège l'a dit, a contrôlé correctement certains types de prix, télécom avec M. Van de la Notte, l'énergie avec M. Watley, ça fonctionne. Les médicaments? Les médicaments. Qu'est-ce qui se passe ici? L'eau. Ici, on a l'impression qu'on ne veut pas trop toucher, on ne veut pas libérer le marché, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a parlé de la TVA, on n'a pas parlé des soldes. L'archaïsme total, la période des soldes. Les ventes à perte, qui ne sont pas autorisées chez nous, qui le sont. Donc, moi, je pense qu'il faut contrôler et libérer. On a parlé de blocage des prix. Moi, je pense que ce n'est pas le blocage des prix, c'est encourager la concurrence. Alors, j'ai une question, puisque... le débat avait déjà des allures de campagne électorale, hein, oui. C'est vrai. Moi, j'ai une question. C'est bientôt. Hein, est-ce qu'on est prêt à contrôler, à mettre un terme aux archaïsmes ouverture horaire, vente à perte, période de solde, c'est-à-dire des soldes qu'on peut faire toute l'année. Voilà. Alors, allez, par rapport à ça, Maxime Prévost. Je trouve que suite à la réflexion de M. Disraeli, il y a quelque chose de très particulier, c'est de voir qu'on a très peu parlé. Je pense que Mme Ska et moi-même, nous avons été les seuls, de la manière dont se structure le secteur de la distribution. Oui, mais je voudrais qu'on réponde à la question. Attendez, là. je vais répondre. Il y a une question précise et on n'a plus beaucoup de temps. C'est lié. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas toujours attendre tout de la part du politique, en considérant que si le secteur va mal et qu'il y a des prix trop hauts, c'est évidemment toujours de la faute des décisions politiques qui ne sont pas les bonnes. Il y a aussi à l'interne du secteur un travail de toilettage à devoir faire sur sa manière de s'organiser. Et sur la flexibilité horaire, je pense personnellement qu'il faut effectivement qu'on puisse aller de l'avant. Il n'est pas normal
qu'effectivement cet élément d'attractivité qui soit au bord de nos frontières soit notamment lié au fait d'être présent le dimanche. Alors c'est vrai, les gens n'ont peut-être pas plus d'argent. Il faut ouvrir les magasins le dimanche, pour vous. Il faut les ouvrir jusqu'à 22h certains jours. Oui, non. Personnellement, c'est ce que j'essaye de dire, personnellement, je suis favorable à plus de flexibilité, même si je sais que pour une série de petits indépendants, ils ont droit aussi à leur journée de repos, mais il y a un élément d'attractivité. Si les gens vont à Maastricht, c'est parce que le dimanche c'est ouvert. D'abord avec la Wesh. Oui, non. Non, mais M. Prévost est toujours dans l'autorégulation. Oui, non. Alors ce qu'il faut faire, oui, c'est évidemment voir avec le secteur comment on peut expliquer des prix aussi différents que nos pays voisins. Ils disent le coût salarial pour partie. Vérifions. Donc est-ce qu'il faut ouvrir les magasins le dimanche? Est-ce qu'il faut avoir des périodes de solde plus longues, par exemple? Il faut d'abord faire en sorte que les personnes qui travaillent dans ces secteurs puissent travailler dans des conditions qui soient des conditions dignes avec des salaires suffisants. Parce que je connais des gens qui travaillent dans ce secteur, c'est parfois des conditions impossibles. Deuxième élément, je suis tout à fait d'accord. Mais vous ne répondez pas non plus. Si, je réponds en disant ceci. C'est que ça n'est pas en ouvrant les supermarchés le dimanche jusqu'à 22h, etc., vous allez résoudre le problème du chiffre d'affaires en général. Si les gens n'ont pas de quoi dans leur porte-monnaie remplir le frigo. D'accord. Georges Guinet, plus ou moins de flexibilité, c'est une bonne chose. Il faut de la régulation. Quand M. Skaguela dit par exemple on pourrait vendre à perte, mais ça c'est la création de monopoles. Les entreprises bien capitalisées pourront tuer la concurrence en vendant à perte le temps qu'il le faut, puis se retrouver seuls sur le marché et fixer eux-mêmes les prix. On est déjà dans une situation de quasi-monopole. Vous êtes dans la régulation, pas dans le contrôle des prix qui sont excessifs, c'est clair. Vous êtes dans la régulation, pas dans le contrôle légal pour le faire. Il faut utiliser effectivement le cadre légal pour empêcher ce type d'entente et des marges trop importantes chez les distributeurs. Bon, j'attire l'attention sur le fait que dans les secteurs qui sont contrôlés chez nous, on vient de citer l'énergie, l'eau, etc., ceci n'a pas empêché l'augmentation des prix à la demande des secteurs, mais il y a eu aussi des augmentations de prix dans les secteurs. Deuxième élément, moi je crois dans le travail mené par l'Observatoire des prix en concertation avec les secteurs. 3, effectivement, on doit à certains moments favoriser la concurrence, notamment en continuant, ça a déjà été fait, à adapter les mécaniques et les périodes de solde et baliser en permettant à certains moments des ventes. Et ouvrir le dimanche par exemple. Et alors en ce qui concerne le dimanche, je suis nuancé, très nuancé par rapport à ça. Je rappelle que dans une législation permet déjà aujourd'hui d'ouvrir dans un grand nombre de situations. Je trouve que la législation aujourd'hui permet déjà pas mal de choses. Regardez ce qui sera ouvert aujourd'hui, ce qu'il était ce matin, notamment dans toutes les régions touristiques, mais au-delà. Dominique Michel, mais très brièvement, est-ce que la grande distribution en Belgique est archaïque? Archaïque. Alors, on a une concurrence qui est plus forte en Belgique que dans les pays voisins. C'est pas Comios qui le dit, c'est la Banque nationale. Je vous donne l'étude quand vous voulez. C'est pas ce que dit l'Observatoire des prix. C'est la Banque nationale qui le dit, je vous donne l'étude quand vous voulez. 2, en matière de concurrence, ne comparons pas les télécoms. Est-ce que vous avez essayé de comparer votre facture d'électricité avec celle du voisin et le secteur du commerce? Il y a une beaucoup plus forte concurrence dans le secteur du commerce que dans le secteur des télécoms et de l'électricité. De nouveau, la Banque nationale le dit, il y a beaucoup plus de concurrence dans notre secteur que dans beaucoup d'autres secteurs. 3, la vente à perte. Nous sommes contre la vente à perte. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse différence entre les Pays-Bas et la Belgique. Dans les Pays-Bas, vous avez très très peu encore de petits magasins indépendants. En Belgique, vous en avez beaucoup. Donc il y a une richesse que nous avons. Demain, vente à perte, qu'est-ce qui va se passer? Tous les petits magasins vont disparaître. Ce seront les grandes chaînes que je représente. Je représente aussi des petits, mais je représente surtout des gros qui vont en fait tuer les petits disparaissent, et puis après vous aurez des effets d'augmentation de prix. Donc nous sommes contre la vente à perte, et vous allez voir que ce sera négatif aussi pour le consommateur à terme. Martine Mascat. Moi, j'aurais voulu revenir sur l'autre débat qui était celui de la baisse des charges sur le travail, augmentation. Oui, oui, tout à fait. Mais la deuxième partie de votre débat, on se faisait la réflexion pendant qu'on vous écoutait. On entend ça depuis 20 ans. Il faut baisser les charges, il faut augmenter le salaire poche. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas encore fait? Vous êtes tous là dans des gouvernements à des niveaux divers. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas plus là-dedans? Comment on nous dit comment est-ce qu'on peut financer la sécurité sociale tout en baissant les charges? Ok, mais on voit aussi que dans les pays voisins, les gens vivent pas plus mal et voilà, et les charges salariales sont moins élevées. Alors où va l'argent de ces charges? Alors, Willy Borsu, parce que le MR est au gouvernement fédéral, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore réussi à baisser les charges sur le travail depuis le temps qu'on en parle? Deux éléments. Il y a deux éléments. L'élément fiscalité d'une part et l'élément charge sur le travail. Premier élément, notons qu'en ce qui concerne la fiscalité, pendant toute la période 99 à 2009, un travail important a été fait en termes de réduction
progressive de la fiscalité. Deuxième élément, sous cette législature, nonobstant le contexte budgétaire globalement difficile et les efforts d'assainissement qui étaient absolument indispensables pour stabiliser notre situation budgétaire au niveau belge, un certain nombre de mesures ont été prises pour les premiers emplois, sous certaines conditions. Nous souhaitons fortement poursuivre dans cette voie, parce qu'effectivement, on doit être conscient qu'il y a, chez nous, par exemple, en région wallonne, 260 000 demandeurs d'emploi inoccupés. Si on ne rebooste pas notre économie, si on ne met pas sur la table un certain nombre de recettes différentes, comment pensez-vous qu'on va relancer structurellement et durablement notre économie? Très simplement, pour répondre à Mme Machkal, simplement, il ne faut pas plus d'impôts, plus de fiscalité, il faut mieux de fiscalité. Réduisons la fiscalité sur le travail, les bas moyens et moyens mais revenus. sa question, c'était pourquoi on ne l'a pas encore fait. Non, alors justement, quand M. Gilles Quinet dit on a fait 20 milliards d'économies, pas du tout. On a été rechercher 6 milliards d'euros sur les revenus financiers, les revenus du capital et sur la spéculation, il ne faut pas oublier de le dire. On doit poursuivre dans cette voie et en même temps abaisser la fiscalité sur les revenus du travail parce qu'on a besoin de bonnes finances publiques pour financer le logement, les écoles, les protections sociales, les pensions. C'est tout ça qui est important. Autre chose, nous avons 2% du PIB en recherche et développement. Il y a des pays scandinaves qui sont à 4%. C'est là aussi qu'on peut gagner justement les challenges et les défis de l'économie. C'est là aussi qu'on fera de la relance. C'est en investissant dans ce qu'on appelle, je n'aime pas le mot, la compétitivité structurelle. C'est-à-dire faire en sorte que notre tissu économique gagne en qualité. Démétrios Cagliola. J'ai une petite réflexion en vous écoutant. J'ai l'impression que vous pensez beaucoup aux heures de travail du personnel, c'est bien. Qu'on pense beaucoup aux petits commerçants, c'est bien. Mais quelle est la réalité? Monsieur Michel a cité le chiffre de 2,5 milliards d'euros qui part... dépensés à l'étranger par les Belges. Cette hémorragie va continuer, va prendre de l'emploi, augmenter. Si on ne prend pas de mesures, et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire des recettes fiscales en moins. Et ça veut dire de l'emploi en moins. Alors moi je pense que maintenant, on a parlé de choc fiscal, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Alors que peut-on faire concrètement pour stopper cette hémorragie? Bête question. Marie-Hélène Ska? Allez, ce n'est pas de l'argent perdu que de dire que nous sommes dans une petite économie ouverte. Nous sommes un tout petit pays, avec beaucoup de voisins qui nous entourent, et donc il n'est pas illogique non plus que les uns et les autres aillent faire leurs courses dans un rayon relativement proche. Voilà. La balance est défavorable. Les Hollandais ne viennent pas en Belgique faire leurs courses. Mais je veux ajouter un point. On a parlé d'efforts d'assainissement. Monsieur Coleman a dit tout à l'heure, il faut que chacun fasse un effort. Qui a fait l'effort sur la dernière période? Combien a-t-on exclu de personnes des allocations du chômage? Combien ont perdu leur emploi? Ces personnes-là, pour elles, le coût de la vie est évidemment un élément extrêmement important. Dans le même temps, on a bloqué les augmentations salariales et la négociation collective. Dans le même temps, on a revu l'index. Dans le même temps, la liaison des allocations au bien-être a été rabotée de 40%. Alors évidemment que la pression sur les prix est importante. Mais tant que l'on continuera à opposer d'un côté moins consommateurs à moins travailleurs demain, eh bien, on n'aura pas une solution qui est une solution globale. Donc, revenons sur ces éléments de fiscalité. On en a un petit peu évoqué aujourd'hui. Revenons aussi, revenons aussi sur un point que nous n'avons pas mentionné du tout dans le débat et qui sera pourtant au cœur de la campagne. C'est les questions européennes. Et je ne veux pas noyer le poisson, mais simplement un certain nombre de réglementations qui s'imposent à nous et qui opposent aujourd'hui les travailleurs des différents pays sont une des causes de la situation dans laquelle on se trouve maintenant. Alors comment stopper l'hémorragie? Il nous reste 2 minutes, donc 20 secondes chacun. Deux éléments. Il faut rendre effectivement nos centres commerciaux, les villes où le commerce se déploie, plus attractifs. Et moi je suis assez d'accord avec mon voisin. Je pense que la réflexion liée à l'ouverture dominicale doit être sur la table parce que beaucoup, même s'ils n'ont pas plus à dépenser, le dépenseront chez nous plutôt qu'à l'extérieur. On va à Maastricht parce que c'est plus agréable de s'y balader aussi dimanche et faire des achats. Et parce que c'est ouvert, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc c'est une vraie question. Et deuxième élément, et M. Michel l'a souligné tout à l'heure, il faut que les moyens activés par le pouvoir fédéral en matière de fiscalité soient beaucoup plus ciblés sur les bas salaires pour pouvoir avoir un vrai effet multiplicateur en emploi
pouvoir avoir un pouvoir d'achat augmenté, ce qui permettra aussi de pouvoir demain rencontrer les besoins de nos concitoyens. Comment est-ce qu'on stoppe l'hémorragie? D'une part, il faut effectivement donner des moyens et aux plus bas revenus de consommer. Ça va faire fonctionner notre économie. On voit que la pauvreté augmente sans arrêt. Et c'est à cause des mesures fédérales qui ont frappé les plus faibles, comme ça vient d'être rappelé. Pour le reste, il faut être conscient que effectivement le coût du travail, c'est quelque chose sur lequel on va devoir bouger. La manière de le faire, c'est en compensant, je l'ai dit, par une meilleure taxation des revenus des capitaux. La Belgique est le seul pays quasi en Europe aujourd'hui à ne pas avoir de contribution sur les plus-values sur actions. Vous êtes d'accord avec ça, Maître Laouech? L'équation est simple. Plus de justice fiscale, plus de justice sociale donnera un meilleur dynamisme économique pour que nos entreprises aient des travailleurs qualifiés qui leur permettent de gagner sur le terrain de l'économie. Allez, d'accord. Peser sur le coût de l'énergie et sur un certain nombre d'éléments qui surchargent le coût du travail. Voilà, je vous remercie, mesdames, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Je vous souhaite une très belle après-midi au soleil. Et puis, je vous fixe rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.